un podcast des bibliothèques de la ville de Paris. Panthère Cosmique, le podcast de la médiathèque Françoise Sagan. Bonjour Ivan Chenouf, vous êtes entre autres professeur des écoles et d'IUFM à la retraite, responsable scientifique et littéraire de l'exposition Double Plouf et Patatras, 80 artistes s'amusent avec Corentin, qui se tient à la médiathèque Françoise Sagan du 27 novembre 2025 au 22 mars 2026. C'est une exposition qui rend hommage à l'auteur-illustrateur Philippe Corentin, que vous avez eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises. Racontez-nous, comment était-il ? Alors, la première fois que je l'ai rencontré, il faut dire que Philippe, il était précédé d'une réputation. Les enseignants que je connaissais, qui l'avaient contacté, il répondait mal, il était grognon, il n'était pas commode. Et du coup, tout le monde se disait, oh là là, c'est quelqu'un qui est terrible. Donc moi, j'avais un peu peur. Donc moi, je n'ai jamais cherché à le rencontrer. J'avais pas ce projet. Et c'est Christian Bruel, l'éditeur, qui m'avait demandé d'écrire un livre sur Claude Ponty, qui m'a dit, après, tu vas en faire un maintenant sur Philippe Corentin. Et on va aller le rencontrer dans sa maison en Eure-et-Loire, je crois, etc. Donc voilà. Donc j'y suis allée un peu craintive parce qu'on m'avait dit qu'il envoyait bouler les gens un peu, enfin qu'il était un peu comme son loup, le loup de Patatras ou le loup très grognon, etc. Et puis on l'a vu arriver sur le quai d'une gare. Ça ressemble un peu à Western. Hein. C'est un grand type très accueillant, très très souriant et très disponible. Bon, on était un peu surpris. L'œil qui frise un peu. J'allais dire limite charmeur, mais non, carrément charmeur. Cherchant tout de suite à plaire. Et moi, tout de suite, j'ai vu que c'était un bel homme qui soignait bien les couleurs des chemises, etc. On avait l'impression d'être dans un de ses livres. Les tons étaient très sobres, etc. Mais c'est quelqu'un qui faisait attention à lui. Et puis, on est allé chez lui, une grande maison avec beaucoup de choses à l'intérieur. C'est un artiste, Philippe, donc beaucoup de tableaux, etc. Et puis, il a beaucoup parlé avec Christian Bruel et très peu avec moi. Et c'est un peu une génération de misogynes, de machos. Voilà. Et au bout d'un moment, il s'est dit, qu'est-ce qu'elle fait là, celle-ci Alors, il m'a dit, et vous Je dis, moi, je vais faire un livre sur votre œuvre. Et quand j'ai dit le mot œuvre, j'ai vu qu'il a eu, il a sursauté comme ça. Et il a eu presque les larmes aux yeux. Parce que c'est en fait quelqu'un d'hyper pudique. Et qui cache, comme tous les pudiques, hein, c'est un peu banal, qui cache cette pudeur derrière un comportement un peu fanfaron, un peu comme ça. Donc on a un peu discuté, et puis en fait, c'est vrai qu'il n'est pas très connu humainement, Philippe Corentin, parce qu'on ne le voyait jamais dans les salons, jamais à une table ronde, rarement à une table de signature. C'est quelqu'un qui disait moi je fuis les mondanités, je n'ai pas besoin de mondanité, etc. Enfin, un peu bravache comme ça. Voilà. Donc on a fait cette première rencontre, puis ça a marché entre nous. Et je lui ai dit, pourquoi vous ne viendriez pas avec moi à des salons du livre, des manifestations? Je sentais bien que je disais un truc un peu... Et il a dit oui. Oh. Alors, il a dit oui, donc on est allé loin. On est allé à Arcachon, on est allé à Bayonne, on est allé à Compiègne, on est allé à Grenoble, à Lectoure dans le Gers, et puis à Paris. Donc, chaque fois que je lui demandais de venir, en fait, il disait oui. Au début, un peu bravage comme ça, toujours. Il me disait, attends, moi je vais pas n'importe où, je vais que dans les villes qui sont dans le top 14 du rugby, parce que c'est un grand amateur de rugby. Donc on est allé à Bayonne, ça allait bien. Je devais l'emmener dans une autre ville qui n'était plus dans le top 14 depuis 2 ans, donc c'était non, etc. Ah oui. Voilà. Et donc quand on était avec lui, c'était un événement, parce que c'était un homme très cultivé déjà. C'était un de ces hommes qui sont nés dans le premier tiers du XXe siècle, donc qui sont tapés la Deuxième Guerre mondiale, même s'ils étaient enfants, puis qui rapidement après se sont pris de front la guerre d'Algérie, alors qu'il avait une vingtaine d'années, donc il a fait la guerre d'Algérie. Donc c'est des gens qui ont été à la fois dans un passé historique, dans une actualité historique extrêmement difficile à laquelle il a participé, et en même temps dans un siècle de grands littéraires. Donc c'est quelqu'un qui avait tout lu, quoi. C'était pas possible. On descendait de voiture, il disait mais là on est dans un paysage de tel auteur, etc. Voilà, un grand lecteur.
il a été dessinateur de presse avant d'entrer dans la littérature de jeunesse. Et du coup, il avait gardé cet œil extrêmement observateur, critique et satirique. Très, très vite, tout était tourné en dérision. Voilà, mais quand je l'ai vu dans les salons du livre, j'étais très étonnée parce que, bon, il n'avait pas envie qu'on s'occupe de lui, ça c'était clair, mais lui s'occupait beaucoup des jeunes auteurs. Et il avait une curiosité pour ses pairs. Je me souviens de Michael Escoffier, par exemple, qui était là, ou d'autres qui dessinaient et qui disaient « Oh là là, il y a Philippe Corentin qui me regarde dessiner, je me sens tout petit. » quoi. En fait, il ne savait pas et il a toujours, il a toujours pensé qu'il n'était pas apprécié. Enfin, autant apprécié que peut-être il l'aurait voulu, je ne sais pas. Et du coup, quand on lui disait, mais c'est n'importe quoi, tes livres, ils sortent énormément, les enfants les adorent, les écrivains, d'ailleurs, cette exposition qui va être faite, Bine Chaumont qui l'a initiée, elle ne connaissait personne, elle n'a eu aucun problème pour avoir les plus grands illustrateurs. C'est-à-dire que tout le monde a dit, ah non, mais pour Corentin... Il n'avait pas conscience du regard que les autres portaient sur lui. Non, pas du tout. Il en voulait tellement, c'est toujours pareil, hein, quand on a besoin de reconnaissance. Voilà. Après, il y avait un moment très drôle, c'était le moment où il acceptait de signer en librairie. Alors, il y avait une queue incroyable, je me rappelle, et lui, il mettait un quart d'heure à faire une signature. Et sans nommer personne, il me disait, non, mais moi, je ne suis pas comme... qui met des tampons et puis sa petite main. Non, mais là, les gens, ils font la queue, là. Donc il faisait ses dessins. Mais du coup, on pouvait y rester la nuit, etc. Et donc, il était étonné de cette file d'attente énorme. Et en même temps, il était provocateur. C'est-à-dire que si on était à Bayonne, on savait que ça allait venir à un moment ou à un autre. Il demandait, et il y en a là dans la file qui sont de l'ETA, qui est-ce qui a une bombe dans son sac, etc. Ah oui, c'est quelqu'un qui était franco-direct comme ça, voilà. Et alors avec les organisateurs, qui étaient tous assez émus de recevoir Philippe Corentin quand même, il était à part égale. C'est-à-dire vraiment quelqu'un de très, très, très sympathique, etc. Mais qui aimait tellement jouer qu'il commençait par dire, moi je veux un 5 étoiles là. Pas d'autre hôtel qu'en dessous. Et il prenait un très grand hôtel. Et donc, moi, les amies que j'avais qui étaient organisatrices, qui me disaient, mais comment on va faire pour payer 3 nuits? Et puis, quand on buvait un café, il arrivait et il montrait le chèque qui avait été donné à l'hôtel en disant, qui c'est qui a fait ce chèque-là? Alors, tout le monde était inquiet de savoir est-ce qu'on n'a pas assez donné, etc. En fait, il le déchirait en disant, j'ai de la thune, moi. Je n'ai pas besoin de votre thune. Et en fait, c'était une manière de dire je viens gratuitement et c'est vous qui vendez mes livres, donc je ne vais pas en plus vous faire payer. Ceci dit, il allait dans les grands hôtels parce que sinon, les lumières n'étaient pas assez bonnes pour lire dans le lit le soir. Donc, il emmenait aussi sa lampe de chevet dans les... Voilà. Et puis, j'oublierais tout si je ne disais pas qu'il était extrêmement drôle et qu'on riait beaucoup, et extrêmement gourmand, mais d'une gourmandise qui dépassait tout. Voilà. Après, on comprend ses livres. Pourtant, ce n'était pas quelqu'un d'enrobé, c'était quelqu'un d'un peu... On va dire que c'était un homme élégant, un honnête homme, parce que très instruit, puis vraiment quelqu'un d'agréable à vivre. Quoi. Voilà, quelqu'un qu'on a envie d'avoir près de soi. Après, je suppose que ailleurs, il devait avoir de magnifiques colères, etc. Mais moi, je n'ai jamais été témoin de ça. Quel personnage! Il y a eu aussi quelques séances avec Philippe Corentin et vous-même, organisées dans des classes maternelles. Et comment il était avec les enfants? Eh bien, si on avait une classe de 25, alors on a tourné en moyenne et grande section. Si on avait 25 enfants, avec Philippe, ça en faisait 50. C'est-à-dire qu'on avait, on avait un enfant supplémentaire, mais un enfant Alors, bon, on a tourné 3 jours dans une classe de moyenne section. Et donc, on a fait un film. Il avait déjà énormément confiance pour le réalisateur et le chef opérateur qui était là. Parce que sinon, je crois il était tellement cinéphile qu'il aurait mis son nez un peu partout. Tandis que là, il avait confiance, il avait regardé leur travail, etc. Donc, du coup, il laissait les gens faire. Et quand il s'est retrouvé dans la classe, il s'est mis à être joueur. Quoi. Il avait 4 ans, il avait 5 ans comme les enfants. Et donc, il fallait le faire taire. Mais c'est facile de faire taire le petit Damien ou la petite Sophia. Mais faire taire Corentin, c'est plus difficile. Et il faisait des blagues. Il leur faisait des blagues en permanence. Et un peu comme un grand-père qui joue avec les petits, quoi. Voilà. Et très attentif. En même temps, c'est pas quelqu'un qui débordait
voilà, qu'on pouvait plus cadrer, etc. Au contraire, il savait rester à sa place. Il était très, très attentif à la parole des enfants. Et c'est un orateur, hein, Philippe Corentin, c'est quelqu'un de l'oral, quoi, qui vient de l'oral. Il les écoutait énormément, mais ceci dit, il était hyper cadrant. C'est-à-dire que s'il y a des gamins qui fichaient un peu le bazar ou qui voulaient déborder un petit peu, il était limite autoritaire, quoi, hein. C'est-à-dire qu'il pouvait vraiment dire stop là maintenant, ça suffit. Après, il savait que c'était un film qui était en tournage, que les enfants se fatiguent vite, que l'instit est dépassé par tout ce qu'il faut qu'elle gère. Donc, il jouait collectif. Et c'est là qu'on retrouvait le rugbyman. C'est-à-dire que vraiment, c'était quelqu'un d'équipe, alors que c'est une personnalité. C'est vraiment un être hyper singulier. Je ne sais pas comment était son frère jumeau, Alain Le Saux, mais s'il y en avait deux comme ça dans la, dans la famille, je pense que... Voilà. Alors, ceci dit, il y avait une grande émotion pour les tout-petits. Autant il avait du mal avec les ados ou avec les enfants un peu plus grands, autant devant les tout petits de 4-5 ans, il fondait complètement. Il me dit, mais regarde comme ils sont bien là, ils sont innocents, ils sont directs, ils sont spontanés, etc. Donc il était vraiment touché par cette innocence. Voilà, et on le sent dans ses livres aussi, que... C'est un petit peu le retour à son enfance à lui. Voilà, moi qui suis âgée maintenant, on a tous le paradis perdu de l'enfance qui n'était pas du tout paradisiaque quand on y était, mais on se le fait un peu comme ça. Et à la fin de la séance, il y a un enfant qui nous a dit... tout petit, il me dit j'ai mal au ventre, tout ça. Donc on lui propose immédiatement d'aller aux toilettes, tout ça. Il me dit non, c'est pas ça. J'ai jamais autant ri de ma vie. Oh. Et je trouve que ça résumait bien. Et la dernière image du film, elle est réelle. Il dessine un loup pour les enfants. Donc les enfants, comme il les provoquait tout le temps, il répondait fort. Et tout d'un coup, il fait ça suffit là maintenant, on rigole plus, etc. Donc il faisait le gros méchant loup. Ça faisait rigoler les enfants encore 10 fois plus. Voilà. Donc c'était vraiment, on a tourné avec plusieurs auteurs. C'était un des auteurs avec lequel on a eu beaucoup de plaisir, quoi. Parce que excessif, mais pas débordant. Enfin voilà, c'est ça qui... Vous avez également rencontré Bin Chaumont, co-commissaire de l'exposition, à laquelle vous vous êtes enthousiasmé autour des albums de Philippe Corentin, et il y a de quoi. Et ainsi, vous avez porté le projet auprès de la médiathèque et notamment du fonds patrimonial Heure Joyeuse pour proposer un réaccrochage de cet hommage qui complétait la rétrospective Schrogneux, l'expo La Plus Mieux, qui s'était tenue à Moulins, au musée de l'illustration jeunesse en 2023-2024. Et je crois savoir que cela fait sens pour vous qui travaillez beaucoup sur l'intertextualité, l'intericonicité dont les albums de Philippe Corentin foisonnent. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces clins d'œil ? Oui, alors il y en a un paquet. On ne va pas tous les citer. Non, il y en a un paquet. Moi qui ai dû lire les albums de Philippe au moins une vingtaine de fois et beaucoup avec des enfants, j'en découvre tout le temps, quoi. Donc moi je dirais qu'en premier, Philippe, c'est un conteur. Donc c'est déjà un conteur, c'est-à-dire que, comme tous les conteurs, il reprend les histoires qui existent déjà, qui ont été 1000 fois racontées par plein de gens, il les transforme, il les recycle, il les raccourcit, il fait des petites citations, etc. Donc évidemment, il y a une base, comme on dit en cuisine, la base c'est les contes de Perrault, on va dire, ou les contes de Grimm, un petit peu Andersen, mais très peu, surtout les contes de Perrault, surtout le Petit Chaperon Rouge, parce que surtout le loup. Et du coup, il a beaucoup repris les contes. Alors, moi, je ne suis pas très calée là-dessus, mais comme c'est un dessinateur, quand même, Philippe est un grand dessinateur, on a aussi beaucoup de références à Gustave Doré, où on va retrouver beaucoup de clins d'œil à ça. Et dans les contes, ce qui est intéressant, c'est qu'il a repris les contes, mais il ne reprend pas les moralités. On verra après, pour lui, il n'y a pas de bon et pas de méchant. Donc, du coup, il n'y a personne qui gagne. Tous les loups de Corentin ont faim, tous, aucun ne mange. Et d'ailleurs, personne n'atteint le but qu'il s'était fixé au début. Ça ne se finit jamais bien. Mais ça ne se finit pas vraiment mal. Donc, du coup, c'est un petit peu en suspension, comme ça. C'est un peu comme... on en parlera tout à l'heure, comme La Fontaine. C'est-à-dire qu'on peut pas... Voilà, les choses sont en suspension, donc ça laisse de la place pour que les enfants décident de ce qu'il en est, ou non. Parce que la vie est peut-être comme ça. Donc ça, c'est les premiers clins d'œil. Donc il
il y a le petit chaperon rouge avec Mademoiselle Sauf qui peut, qui a beaucoup été reprise dans les hommages qu'ont fait les auteurs. Et puis, il y a le Petit Poucet, de façon très détournée avec cette ogrionne. Parce qu'en fait, l'ogrionne, moi, je pense que c'est une des 7 filles que le père a dû rater quand il a tué ses filles. Parce que Philippe, il est mordant. Hein. Donc, je pense qu'il y en a une qui a échappé au meurtre et qui se retrouve en train de se balader dans la forêt. Et quand le loup l'attrape, elle dit mais arrêtez, je suis une princesse, espèce de forban, etc. Voilà. Alors, ce Petit Poucet, il est là avec l'ogre, bien sûr, voilà, qu'il va reprendre. Mais il ne fait pas forcément rire, hein, Philippe Corentin, avec les détournements de contes ou de mythes, etc. Non, ça interroge. Hein. Ah oui, parce que c'est quand même un des rares auteurs qui a coupé la tête au Père Noël. C'est vrai. pour des enfants tout petits. Et là, on a un clin d'œil à Bellini ou au Caravage en peinture, où on voit la tête de Saint Jean-Baptiste apportée sur un plateau par Salomé. Donc, on est beaucoup dans la peinture, dans des choses comme ça. La deuxième chose, c'est que Philippe Corentin, c'est un grand lecteur. Et grand lecteur adulte, mais grand lecteur enfant. Et je pense qu'avec son frère, ils ont dû écumer toutes les BD, etc. Donc, on retrouve énormément de références à Calvo, par exemple. Alors, tous les Roudoudou, les Totoches, les Moustaches et Trottinettes, toutes les BD d'après-guerre, quoi. Et puis, au dessin animé. Et alors, au dessin animé de Tex Avery, évidemment, à cause de ce loup complètement ravageur, mais en même temps, au dessin animé de Walt Disney. Et quand vous avez la première scène de l'Afrique de Zygomar, quand la maman lave le petit dans le baquet d'eau, là, c'est exactement la première scène de Walt Disney dans The Flying Mouse. La mère le lave, il y a autant de mousse, on est absolument dans la même scène. Donc on a des références aux BD d'après-guerre. On a des références aussi aux romans, à certains romans comme Neil Solgerson, etc. Et puis Victor Hugo, puisqu'on a eu Totoche comme Gavroche et Chiffonnette et Trottinette comme Cosette. On est vraiment, parce qu'il tombe, en fait moi ce qui m'a mis là-dessus, c'est qu'il tombe le nez dans l'eau. Le garçon, il a le nez dans l'eau. Les filles, elles sont sur le cul, excusez-moi, mais dans l'eau. Mais lui, il a le pied en l'air. Et là, c'est la référence à Bruegel dans Le vol d'Icare. Quand on a Icare qui est tombé, il a le pied qui sort de l'eau. Mais en même temps, le nez dans le ruisseau, c'est forcément la faute à Rousseau. Et c'est forcément Gavroche qui a un lien avec Totoche. Et donc, du coup, les deux filles, avec leur suffixe en E de TE, elles nous ramènent à Cosette. Donc, mais tout ça, c'est comment on va dire. On voit en littérature de jeunesse beaucoup de références appuyées. Hein, on sent que... On va dire que là, attention, on va y avoir... Lui, pas du tout. Il y a une espèce de sobriété. Hop, c'est glissé comme ça. Et la troisième... les troisième clin d'œil, on va dire, c'est que Philippe, c'est un grand cinéphile qui regardait je ne sais combien de films par semaine en vidéo, etc. Et donc, on a le moucheron qui s'ennuie, qui dit qu'est-ce que je peux faire, je ne sais pas quoi faire. On a le crocodile qui lit un petit livre dans sa baignoire comme Pierrot le Fou. Donc, on a pas mal de références à Godard, etc. Donc, c'est très, très riche de ce côté-là au niveau de toutes les références qu'il peut faire, quoi. D'ailleurs, pour approfondir ce sujet des clins d'œil, on peut venir vous écouter sur ce sujet le jeudi 19 février 2026 lors d'une journée de formation à l'École des loisirs dans le cadre de l'exposition. Je vous remercie, Yvan Chenouf. Eh ben, c'est moi. Merci.